Bonsoir et bienvenue sur France 3. Vous êtes au bon endroit pour suivre l'actualité dans votre région. Mais avant, les titres de l'actualité nationale ce soir. La légère embellie des chiffres du chômage en juin, moins 0,3% pour le premier mois du quinquennat d'Emmanuel Macron. Des feux destructeurs dans le sud-est, au total 4000 hectares sont partis en fumée. Une vingtaine de pompiers et de policiers ont été blessés. La France demande l'aide de l'Europe. La situation reste inquiétante ce soir dans le Var. Les incendies dans le sud-est à la une bien sûr de votre journal régional avec le point complet sur la situation avec 2 incendies toujours en cours dans le Var, celui de la Croix-Valmer, un désastre écologique. Les 2 caps Taillat et Lardier sont dévastés. Entre 500 et 600 hectares ont aussi brûlé entre Riance et Saint-Maximin. Au total, 10 sapeurs-pompiers du Var ont été blessés aujourd'hui. Nous irons aussi à Carros pour voir quelle est la situation sur la commune maintenant que les flammes sont passées. 90 hectares ont brûlé ainsi que 3 maisons et 10 voitures. Au lendemain du passage du feu, la protection civile a mis en place du soutien psychologique. Dans ce journal, nous partirons aussi à la rencontre de la double championne du monde de vol à voile en individuel et en équipe. Aude Grangeret s'entraîne à Château-Arnoux dans les Alpes de Haute-Provence. Mais avant, on débute ce journal par les incendies qui ravagent le sud-est de la France depuis hier, avec tout d'abord celui qui concerne les communes de la Croix-Valmer, mais aussi Ramatuelle. Les sapeurs-pompiers ont vécu une nuit extrêmement difficile. L'un d'entre eux a été gravement blessé, brûlé au second degré. Il a été évacué sur Marseille. Aujourd'hui, 350 hommes étaient toujours mobilisés sur le terrain. L'arrivée des Canadair vers midi a fait le plus grand bien. Hélène Maman, Frédéric Tissot. Inlassablement, toute la journée, les pompiers ont chassé les reprises de feu, nombreuses et parfois importantes, sur le flanc droit de la zone, en bord de mer, et sur le flanc gauche, proche des habitations. Ce midi, le feu a été stoppé grâce au largage des Canadair. Les 300 hommes sur le terrain avaient pour mission de noyer toutes les fumerolles potentiellement dangereuses. Ils peuvent directement taper sur la tête du feu, ralentir le feu, ralentir sa progression, et ensuite, en un deuxième temps, comme là on vient impérativement par le sol pour traiter tout ce qui est reprise, finir l'extinction. Feu virulent, vent fort, températures élevées, accès difficile au massif, les reprises étaient donc inévitables. 2 maisons ont été touchées par les flammes, dont une entièrement détruite. Cet habitant de la Croix-Valmer a craint toute la nuit pour sa maison. On est resté sur la plage jusqu'à la fin de la nuit pour voir si le feu venait sur les Madjigaro, mais bon, on a vu après qu'il partait dans la forêt. C'est malheureux, mais tant que les habitations ne sont pas touchées, c'est peut-être mieux qu'une maison brûlée. Bilan, 8 pompiers blessés, dont un brûlé au 2e degré, et la zone naturelle protégée et paradisiaque des 3 caps en partie ravagée. C'est une catastrophe écologique qu'on est en train de subir sur le cap Lardier et sur le cap Taillat. La totalité du cap Taillat a été victime des flammes. Et donc ce qu'on a à craindre, ça sera les jours à venir, faire le recensement de la tortue d'Allemagne, qui est une espèce qui est protégée, une espèce patrimoniale et qui est en voie d'extinction avec des enjeux nationaux. Malgré l'absence de Canadair jusqu'à midi, le feu a parcouru depuis hier à peine plus de 500 hectares de chênes-lièges et de pins parasols. Le feu, on a réussi à l'arrêter avant les lotissements relativement importants et avant les campings qu'on avait évacués hier, qu'on a d'ailleurs réintégré en milieu d'après-midi. On a réintégré également un lotissement qui est à l'arrière du feu. Toute la nuit, le dispositif pompier sera maintenu et la force du vent sera au cœur des préoccupations. Autre feu qui inquiète les autorités ce soir, entre 500 et 600 hectares ont déjà brûlé sur Artigues en fin d'après-midi. 486 hommes étaient toujours mobilisés sur le terrain, aidés de 4 Canadair, 2 trackers, 2 hélicoptères. Et là aussi, le feu n'est pas maîtrisé. Il menace ce soir plusieurs lotissements. Ils ont été évacués. Le vent pousse le feu vers la commune de Seillon, source d'argent. Et sur le front des incendies, le département des Alpes-Maritimes n'a pas été épargné avec de nombreux départs de feu, notamment dans la journée d'hier à Biot, à Auribeau-sur-Siagne ou encore à Carros. C'est là que les flammes ont causé le plus de dégâts. Retour sur une nuit de frayeur avec Chantal Fazy et Frédéric Tissot. Toute la nuit, les pompiers ont lutté pour fixer le feu sur les contours et l'empêcher de remonter sur le village de Carros. Au total, ce sont plus de 300 hommes qui sont restés mobilisés. Vu la violence de l'incendie, vu le nombre de maisons qui étaient directement menacées à l'arrivée des sapeurs-pompiers, je peux dire qu'on a quand même eu une action efficace puisque l'objectif prioritaire que j'ai fixé, c'était bien entendu la protection des habitations. Attisé par un vent violent, l'incendie s'est déclaré aux environs de 16 heures
entre la zone des plants et le village. Il s'est rapidement propagé entre les maisons, provoquant l'affolement des habitants. Comme vous avez le feu au bord de votre propriété, oui, on n'est pas serein. Voilà, je crois qu'on fait partie des miraculés. Il y a tellement de flammes qu'on ne sait plus si on doit rester, pas rester, oui. Mais bon, là, on va voir un peu tous les voisins. S'il y a besoin de donner un coup de main, voilà, on essaie d'être dispo et de rendre service à tous les gens qui ont besoin. Bilan, 90 hectares parcourus par les flammes, 3 maisons brûlées dont une entièrement détruite, une dizaine de voitures calcinées et beaucoup de personnes déplacées. Accueillies au gymnase, certaines étaient encore sous le choc. Je n'avais pas de nouvelles de mon mari. En fait, il a à peine eu le temps de sortir que le feu était déjà dans le jardin. Les rideaux ont pris feu, donc en fait en tirant, il s'est brûlé pour chasser le feu, il s'est brûlé un peu l'avant-bras. Il a respiré beaucoup de fumée. Ce matin, les pompiers sont toujours sur place, le vent est un peu retombé. L'enquête sur les origines du sinistre a été confiée à la gendarmerie. Et l'enquête est toujours en cours. Selon la procureure de Grasse que nous avons contactée, des témoignages ont été portés à la connaissance des gendarmes sur une origine volontaire du sinistre. Les gendarmes vérifient maintenant si ces témoignages sont réels ou pas. Au-delà de l'enquête, Carros s'est réveillé ce matin sous un épais tapis de cendres. Sur place, c'est l'heure du bilan, dramatique pour certains. Les sapeurs-pompiers ont dû intervenir aussi toute la journée sur des petites reprises du feu. Carros, le jour d'après, c'est un reportage de Hélène France et Jacques Sauffer. On a eu vraiment très très peur. Vraiment, c'était l'apocalypse. Martine Mugnani et sa famille se considèrent comme miraculés. La police les a évacués en extrême urgence sans même leur laisser le temps de passer un vêtement sur leur maillot de bain au milieu des flammes et des voitures voisines qui explosaient. Ça a tourné juste ici. On a pu remonter vers les 20h, 20h30, récupérer notre maison. Et on a vu que rien n'était touché, que tout autour s'était brûlé, pas nous. Nous sommes encerclés, nous avons la maison à droite de mes voisins qui ont brûlé, le terrain de mon voisin aussi, la maison du bas. Donc nous, on y a échappé, ça s'est arrêté juste au grillage, on a eu énormément de chance. Si Martine a réintégré sa maison hier soir, certains habitants n'ont toujours pas cette chance. Alors la solidarité s'est organisée comme dans cet hôtel-restaurant qui a offert des repas et mis des chambres à disposition. En ce moment même, certains des jeunes, d'autres ont pris possession des lieux, petit à petit, mais c'est assez dans la discrétion, vraiment dans la discrétion. L'artiste Nora Vitorge fait partie de ces personnes évacuées qui attendent de pouvoir retourner chez elles. Alors que le maire est venu rencontrer les sinistrés, aujourd'hui, elle lui fait part de son impatience. Le matin, on nous dit que ce sera pour midi. À midi, on nous dit on attend, ce sera peut-être pour 16h. Et puis ce soir, on nous dit peut-être vous allez dormir ici. À travers les arbres calcinés, on voit encore jaillir des fumées et l'inquiétude des habitants persiste. La sécurisation des habitations et le soutien aux victimes est la priorité de la municipalité. Et j'ai pu voir à quel point ils étaient dans le désarroi. Et vous savez, ils ont vraiment besoin qu'on les accompagne et qu'on les aide dans les démarches administratives et pas uniquement. C'est vrai que quand on voit tout qui est brûlé autour de soi, on a besoin d'un accompagnement et d'un réel soutien. Si des cellules psychologiques sont activées, la Croix-Rouge et la Protection civile continuent de leur côté d'aller à la rencontre des sinistrés. Et aujourd'hui, un début de polémique est né sur le manque de moyens des sapeurs-pompiers, s'agissant notamment des moyens aériens. Les Canadair, on l'a vu dans le reportage d'Hélène Maman, ne sont intervenus qu'en fin de matinée à la Croix-Valmer. On écoute le préfet de région à ce sujet. Aujourd'hui, nous avons 17 avions qui sont sur le terrain pour faire face à des feux qui se sont produits dans les Alpes-Maritimes. C'est bon, mais dans le Var, où nous avons de très fortes reprises et des difficultés, dans le Vaucluse, où le feu d'hier a continué à évoluer, en Corse, où nous continuons à travailler sur le feu d'Olmetta à Bigoudia, qui est maintenant en voie d'amélioration, et par ailleurs, nous faisons du guet armé aérien partout, c'est-à-dire que nous avons éteint des débuts de feu dans le Gard, dans l'Aude, dans les Bouches-du-Rhône, à Fréjus, et un peu partout sur l'ensemble du territoire. Et demain encore, les 9 massifs du Var seront interdits d'accès aux piétons. 4 sont en risque très sévère, en rouge sur cette carte, 5 en risque exceptionnel. Tous les détails, tous les conseils pratiques sur le site internet de la préfecture du Var ou encore sur le site internet de France 3. Les chiffres du chômage maintenant pour le mois de juin, ils viennent d'être publiés et ils sont plutôt bons au plan national avec une baisse de 0,3%.
baisse très légère. Elle est identique dans le Var, moins 0,3%. Le Var qui compte désormais 61 650 personnes en recherche d'emploi. La baisse, on le voit, est de 0,7% sur les Alpes-Maritimes. Les Alpes-Maritimes qui font donc mieux que le Var. Nous vous l'annoncions hier soir dans cette édition, près de 150 migrants ont été arrêtés alors qu'ils se trouvaient en gare de Cannes hier. Des migrants qui voulaient prendre le train pour se rendre dans un autre département que les Alpes-Maritimes pour déposer leur demande d'asile. Ils étaient accompagnés de Cédric Héroux. Ce dernier a été placé en garde à vue au commissariat de la ville, tandis que les migrants étaient reconduits, eux, en Italie. Bernard Perrano, Jean-Marc Sarrat. Sur les 150 migrants interpellés hier soir en gare de Cannes, 74 étaient encore présents ce matin dans les locaux de la police aux frontières de Menton. Des arrestations qui ont mis en colère les associations, car désormais les demandes d'asile en France ne peuvent plus se faire dans les Alpes-Maritimes. C'est quand même ignoble ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Les règles ont changé. La préfecture n'enregistre plus en demande d'asile que les migrants qui veulent rester à Nice. Donc les autres, à juste titre, ont cherché à aller ailleurs. Toute la journée, par groupe de 20, les migrants ont été remis à la police italienne. Des autorités transalpines qui ont aussi procédé à des contrôles et ramené les migrants mineurs sur les territoires français. Pendant ce temps-là, au commissariat de Cannes, Cédric Héroux était toujours entendu. L'agriculteur de la vallée de la Roya a été arrêté hier soir et placé pour la 6e fois en garde à vue. Ce qu'on lui reproche, c'est la circulation d'étrangers en situation irrégulière. Ce qui est surprenant pour l'avocat, mais aussi pour M. Héroux, puisque ces personnes sont demandeurs d'asile. Il y a des articles du Code des étrangers qui sont clairs. Le demandeur d'asile qui se présente est protégé par son statut, le temps qu'on instruise sa demande. La fin de la garde à vue est prévue en fin de soirée, mais elle peut être prolongée de 24 heures. Et ce soir, Cédric Héroux est toujours en garde à vue, selon son avocat qui nous signale également que son domicile dans la vallée de la Roya avait été perquisitionné. Il était programmé, mais finalement, il n'aura pas lieu. La ville de Nice a décidé d'annuler le feu d'artifice du 15 août. Ce devait être le premier feu organisé depuis celui du 14 juillet de l'an dernier, jour de l'attentat de la promenade des Anglais. La mairie invoque que la douleur est encore trop vive. Une annulation diversement appréciée par la population, comme en témoignent les réactions recueillies par Nathalie Morin et Benoît Lotte aujourd'hui. C'est l'image de la promenade des Anglais que personne ne verra cet été. Ils l'ont appris dans la presse quotidienne locale, le feu d'artifice, prévu le 15 août, n'aura finalement pas lieu. Alors pour les Niçois, c'est la déception. On devrait continuer toutes les manifestations. On ne peut pas empêcher aucun attentat, donc je pense qu'il faut continuer à vivre. Je pense que bientôt, il n'y aura plus rien sur la Côte d'Azur, si ça continue comme ça. Les touristes, quant à eux, sont surpris. Alors annulés. Non, c'est pas concevable que ce soit pour le 14 juillet ou que ce soit pour le 15 août, etc. Non, ça fait partie des festivités de l'été. C'est joli, ça attire du monde, il faut qu'il y ait un feu d'artifice. Pour le 15 août, pour le 14 juillet, même par rapport à ce qui s'est passé, c'est important de le faire. Hein. Et depuis l'attentat, tout est sous haute sécurité. Sur la promenade des Anglais, 241 bornes anti-intrusion et 220 palmiers ont été plantés entre l'Enval et le quai des États-Unis. Alors ici, les gérants de brasserie ont chacun leur point de vue. L'idée de ne pas avoir des feux d'artifice, pour moi bien sûr, parce que je suis bord de mer, ça va avoir un petit effet sur la journée du 14. Quoi. Quel impact ? Je vais faire un moins de chiffre. Un chiffre d'affaires à moins peut-être, mais encore, je pense qu'on serait encore marqué d'un feu d'artifice encore cette année. Quoi. Il vaut mieux attendre une année de plus. Au moins que tout cela passe et que ça peut rentrer dans la normalité, on va dire. Si la douleur est la raison avancée par la mairie pour prendre sa décision, elle n'a pas voulu répondre à nos questions. Mais dans un communiqué de presse, elle nous fait savoir que d'autres manifestations se tiendront. Un programme moins traditionnel mais plus novateur qui sera dévoilé dans quelques jours. Notre série d'été vous propose ce soir un retour dans le passé, dans les années 20, quand le quartier Saint-Roch de Nice n'était quasiment qu'une plaine agricole. Puis un boulevard a fait son apparition, un boulevard qui fête cette année ses 80 ans. L'occasion pour Chantal Fazy et Frédéric Tissot d'aller à la rencontre des anciens. C'est l'une des dernières maisons à 2 étages typiques du quartier Saint-Roch.
Construite en 1910 par le grand-père d'Auguste Rosa, elle a sa petite cour, son lavoir et sa pompe à bras. Pour rafraîchir les bouteilles et puis faire la lessive À 2,50 m, il y a le paillon en dessous qui voilà, passe. il y a l'eau. Enfin, le Sargentin, c'est pas le paillon. Quand Gisèle s'est mariée avec Auguste il y a 60 ans, elle a quitté le quartier du port et réalisé son rêve. Le port, c'est quand même la ville. Hein. Et j'avais envie de la campagne. Donc, lorsque j'ai rencontré Auguste, au bout de quelques temps, lorsqu'on s'est connus, je suis venue ici à Saint-Roch. Et moi, pour moi, c'était le paradis. Allez, les cèpes, les sanguins, la gyro à l'extra, là, messieurs, dames. Aujourd'hui, le petit havre de paix s'est transformé. Les sanguins, c'est gréolière. Mais autour de l'église, l'atmosphère est restée très villageoise. Ça marche bien maigre, ça. Avec plaisir. Alors, 8,90, mademoiselle. Cette boucherie chevaline est l'un des rares commerces à être resté en l'état, à avoir été témoin de la construction du boulevard entre les deux guerres. Moi, je suis ici. Ça, c'est mon frère. Quelle année? Eh bien, ça va être en 36, 34, 35, 36. Comment il était le boulevard? Le boulevard, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. C'est l'année où ils ont fait le boulevard. Et ici, il était fabrication de chaussures. C'était une fabrique de chaussures de luxe. Et maintenant, c'est hammam. C'est extraordinaire. Métissé, urbanisé, le quartier est le fruit de plusieurs vagues d'immigration. Beaucoup de populations venues du Piémont et de Ligurie venues travailler ont constitué ce quartier, des populations pieds-noirs, des populations immigrées venues du Maghreb qui ont constitué ce quartier. Et c'est à ce titre-là que le quartier, d'une certaine manière, est un quartier véritablement niçois parce qu'il prend toutes ces composantes pour donner à cette tradition niçoise de l'authenticité, de la vérité et de la sensibilité. Et les nouveaux habitants se sont appropriés les lieux. Il faut dire que le quartier est beaucoup moins excentré aujourd'hui grâce au tramway. C'est plus facile, surtout nous quand on est jeunes, on n'a pas forcément les moyens de se payer la voiture, tout ça, donc on peut aller en ville. Ça fait 6 ans maintenant que je suis dans le quartier et je m'en accommode très bien. Il y a pas mal de commerces qui sont à proximité. Les gens se connaissent. On se connaît tous, ça se connaît, ça se passe très très bien. Le boulevard il a changé, il y avait un vélodrome avant, ça a disparu, il y a la bibliothèque, mais bon, c'est agréable, c'est le modernisme, c'est l'avenir comme on dit. Hein. L'avenir, ce sont les jeunes qui vont l'écrire, sans oublier le passé. Pour les 80 ans du boulevard, la ville organise une exposition à la faculté Saint-Jean d'Angély. À 32 ans, Aude Grangeret est double championne du monde de vol à voile en individuel et en équipe. Une véritable performance pour cette sportive de haut niveau, membre de l'équipe de France depuis 2008. Aude Grangeret s'entraîne dans notre région et oui, le centre national de vol à voile se situe dans les Alpes de Haute-Provence, à Château-Arnoux. Découverte d'une jeune femme hors du commun avec Véronique Bouvier et Léo Santofanti. Chaque fois qu'Aude se rend au centre de vol à voile, elle rencontre son mécanicien. Ces Formule 1 des airs sont des bijoux de technologie qu'il faut bichonner. Tout doit être parfait. Moi, pour apprécier un peu l'état de surface d'un planeur, il faut que ce soit doux et que je me voie dedans, tout simplement. Que ce soit nickel. Elle est très exigeante par rapport à son planeur. Elle aime que le planeur soit parfait, que tout soit propre, que tout soit fonctionnel, comme beaucoup de compétiteurs. Mais elle un peu plus que les autres quand même. Et elle aime beaucoup participer à la préparation de son planeur. Et ce n'est pas pour rien. La rigueur et la qualité que la jeune femme juge indispensable à la pratique de ce sport. Beaucoup d'heures de vol, de répétition aussi. Pour être un bon pilote, il faut être déjà humble avec soi-même, avec la machine, avec la nature, parce qu'on n'est pas dans notre univers naturel, on n'est pas fait pour voler. Donc des fois, il faut se dire qu'on ne peut pas tout faire. Par contre, le faire avec nos qualités et nos capacités, c'est génial. Et cela paye. Aude est la seule femme à s'être qualifiée pour le championnat du monde des Grands Prix au Chili, où seront présents les meilleurs mondiaux. Mais elle a besoin d'un sponsor. Actuellement, je n'ai pas de planeur et il faut que je trouve les finances aussi pour financer un tel voyage au Chili, parce que c'est un voyage en conteneur, c'est une location de planeur, c'est des billets d'avion, c'est quand même assez, beaucoup plus
important et onéreux que ce que je connais en championnat, en tout cas européen, quoi. La jeune Dinoise aime partager son expérience. Petit conseil pour Mélanie, qui se rend dans quelques jours au championnat du monde junior en Lituanie. Une solidarité féminine toute naturelle pour deux passionnés de vol à voile. Une idée de sortie à présent, une idée de sortie grande région avec une exposition au musée de la Marine de Toulon consacrée à Narcisse Pelletier. Il était surnommé l'Aborigène blanc. Son histoire a inspiré le dessinateur marseillais Chanouga. Il lui a consacré une bande dessinée. Jean-Louis Boudard, Xavier Schouffenecker. C'est un destin hors du commun que nous propose le musée de la Marine de Toulon. Une histoire vraie. Celle de Narcisse Pelletier, un jeune mousse embarqué à Marseille en 1857. Sur son bateau, Narcisse effectue un demi-tour du monde avant de faire naufrage au large de l'Australie. Recueilli par une tribu d'aborigènes, Narcisse restera 17 ans parmi eux, un périple incroyable mis en image par le dessinateur Chanouga. C'est un homme décivilisé qui va épouser une culture qui, à l'époque, même pas... les aborigènes, les habitants d'origine d'Australie, sont considérés plus comme des singes évolués que comme des hommes. Et Narcisse va épouser leur culture, qui se révèle être une culture extrêmement belle, pleine de choses intéressantes. Et c'est dans ce sens-là qu'il est passionnant, dans la mesure où il va être récupéré 17 ans plus tard. Et en fait, c'est pas un naufragé qu'on va récupérer, c'est un aborigène. Une fois par mois, l'auteur est en résidence à Toulon, au sein du musée de la Marine, comme pour prolonger son œuvre, en particulier auprès des plus jeunes générations qui ne peuvent imaginer dans leur confort d'aujourd'hui ce que pouvait être la vie des mousses au XIXe siècle. Quand on est mousse, on embarque à 10-12 ans sur un bateau et naviguer sur les bateaux à voile, c'est quand même extrêmement dangereux. Je dirais, on sait quand on part, on ne sait pas quand on revient et on quitte sa famille, on quitte ses amis, on quitte tout. Donc on avait envie de sensibiliser les jeunes à cette condition de vie à bord. Les 2 premiers tomes de Narcisse, l'Aborigène blanc, sont déjà parus. Le 3e tome, dont voici quelques planches en avant-première, est en cours de création. Il sortira en mars 2018. Et avant de se quitter, je vous rappelle que 2 feux de forêt sont toujours en cours ce soir sur le département du Var, à la Croix-Valmer, mais aussi à Artigues, entre Riance et Saint-Maximin. Un feu qui inquiète les autorités ce soir. 486 hommes sont mobilisés. Ils sont aidés de 4 Canadair, 2 Trackers et 2 hélicoptères. Le vent pousse le feu vers la commune ce soir de Seillon, source d'argent. Tous les détails sur notre site internet paca.france3.fr. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous. Le 19-20 se poursuit avec dans quelques instants la météo régionale et le journal national à 19h30. Mais tout de suite, c'est embarquement immédiat.